Tape www.suividécole-au-Sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, donc bienvenue sur École au Sénégal. Donc aujourd'hui nous avons comme habitude décidé avec donc l'équipe de procéder à une petite innovation importante qui consiste donc à vous préparer de façon ponctuelle à la composition du premier semestre. Donc d'abord aujourd'hui on va commencer par la classe de seconde, les secondes SL. Vous savez qu'à part quelques petits chapitres, donc il n'y a pas une grande différence entre les programmes de seconde SL en SVT. Et une évaluation, c'est pas seulement la connaissance du cours. Je vous avais dit que la base dans les évaluations, c'est la connaissance du cours, mais il faut savoir également qu'en termes de rédaction, en termes de travail écrit, le plus important, c'est évidemment la rédaction. Donc, avant d'entamer donc les grands points de ce premier chapitre en SVT, donc nous allons commencer par la méthodologie, avec donc des points que je vous ai résumés donc de façon très brève. D'abord, dans la démarche logique donc, et comme je dis, tout ceci suppose que l'élève a été assidu, possède toutes ses leçons et surtout a plus ou moins appris son cours. C'est la base du travail d'un élève, c'est l'apprentissage du cours, un apprentissage qui se fait en classe pendant même le cours, mais également à la maison, donc avec un répétiteur ou bien avec quelqu'un qui vous aide. Mais dans tous les cas, l'apprentissage du cours est la base du travail, que ce soit donc en seconde, en première ou en terminale. Donc la méthodologie, si je commence par le plus important. Donc vous devez, en premier point, lire le sujet. Lire le sujet se fait en 3 étapes. Quand vous recevez une épreuve, évidemment, la première étape, c'est de lire ce qu'on appelle une première lecture. Donc la première lecture est une lecture d'imprégnation, donc de prise en compte donc, de l'objet, des thèmes. Ensuite, vous allez faire une lecture plus approfondie, plus attentive. C'est la deuxième lecture qui vous permet donc très rapidement de savoir que l'étape suivante maintenant, je vais commencer à essayer de répondre aux questions. Et il y a une troisième lecture qui est très importante. Pendant que vous êtes en train de rédiger votre épreuve, régulièrement, vous devez lire. Donc, en cours de rédaction, en cours de traitement des sujets, vous devez lire le sujet, vérifier est-ce que vous avez bien compris, vérifier est-ce que vous êtes en train de répondre à toutes les questions et évidemment, vérifier, et ça c'est très important, vérifier que vous avez compris. Donc, lire le sujet est la base et il est toujours dommage de voir des élèves qui sautent des questions. Tout ça, c'est des signes qui montrent que l'élève n'est pas vigilant et si on ne lit pas le sujet, on se met évidemment en danger par rapport au respect de ce qui va suivre. La deuxième étape, c'est le respect des consignes. Donc, le respect des consignes, c'est évidemment dans les questions qu'il faut en parler. Donc, la question oriente l'élève vers un problème précis. La question, c'est-à-dire la consigne globalement, limite la réponse. Et surtout, la question vous permet de respecter l'esprit même de l'exercice. Donc, il est très important en SVT de respecter les consignes. S'il s'agit d'une épreuve de maîtrise de connaissances, vous devez respecter la démarche scientifique, donc introduire, faire un développement avec un plan précis, un plan qui répond uniquement, entièrement et sans plus aux questions soulevées par le sujet. Ensuite, vous devez également savoir que la consigne vous évite d'ajouter dans le sujet des éléments qui ne font pas partie. Donc le respect de la consigne, c'est important. On peut vous demander de comparer. Qu'est-ce que signifie comparer? On peut vous demander d'analyser. Arrêtez-vous à analyser. On vous demande de faire un graphique ou de faire dans un même graphique 2 paramètres. Vous devez faire dans ce cas-là un graphique. On peut vous demander de répondre par un tableau. Vous pouvez répondre par le texte, le meilleur texte au monde. Théoriquement, vous avez 0 parce que la consigne, c'est à l'aide d'un tableau, par exemple, comparer l'organisation verticale des végétaux à l'organisation horizontale. Ensuite, une fois que vous pensez avoir plus ou moins maîtrisé donc, ou analysé et compris donc, les consignes, il faut maintenant passer au travail écrit. Et le travail écrit, je vous conseille de travailler au brouillon. L'avantage du brouillon, c'est de vous laisser le choix de recul
de barrer des choses, d'ajouter des choses et surtout de vérifier l'adéquation entre ce que vous rédigez et les consignes qui restent maîtres. Dans une évaluation de SVT, il ne s'agit pas d'avoir raison, il s'agit de dire ce que le sujet vous demande de dire. La rédaction est l'étape finale importante, donc l'élève doit se conformer au modèle qu'on voit depuis la 6e. Donc, mettez le numéro de l'exercice, c'est important. Mettez les numéros des questions, donc selon les types d'exercices, évidemment, parfois le prof peut vous permettre, parfois l'exercice, de commencer par une question ou une autre. L'ordre des exercices même, théoriquement, ce n'est pas important, vous pouvez commencer par l'exercice que vous voulez, mais c'est très important dans la rédaction de respecter une clarté, une visibilité qui va permettre au correcteur de savoir qu'est-ce qu'il corrige. C'est très important que vous sachiez que, moi qui ai corrigé dans les examens, je peux vous assurer qu'il y a des copies. À l'entame seulement de la lecture, vous êtes content de voir un élève qui a une bonne rédaction, un élève dont la copie est lisible. Maintenant, la lisibilité de la copie est une part des choses. Ce n'est pas tout ce qui va faire la différence, mais au moins, sur une salle d'examen où on est peut-être là-bas pour une matinée, ça fait plaisir de voir un candidat qui écrit de façon lisible. Donc, la rédaction, elle est importante. Et quand je dis lisible, c'est parfois le plan. Donc, mettez le numéro de l'exercice, mettez le numéro de la question. Dans certaines questions, il y a 2 sous-questions. Le correcteur doit voir, vous allez à la ligne, vous pouvez mettre des pointillés, vous pouvez mettre des astérisques, mais dans tous les cas, à vous de vous faire comprendre. N'oubliez pas que à la fin de la rédaction, la copie est votre unique avocat. Donc, vous n'êtes pas là pour expliquer au correcteur, c'est ça que je voulais dire, bon, c'est ça qu'il faut faire, ou bien j'ai répondu à la telle. Donc, il faut veiller à cette lisibilité. Et cette première étape, donc, qui est la méthodologie, je le répète pour résumer, la méthodologie ne sert à rien à un élève qui n'apprend pas ses leçons. La première étape pour un élève qui veut progresser, qui veut réussir ses évaluations, c'est d'abord de respecter évidemment le cours. Respecter le cours, c'est y assister, venir à l'heure, faire preuve d'assiduité, faire ses exercices. Pourquoi pas solliciter votre professeur en lui posant des questions. Donc voilà pour cette première étape. Maintenant, dans le vif même du sujet, nous allons parler de rédiger. Comment on rédige et comment on présente une évaluation, comme vous le voyez donc dans ce point 2. Différents éléments que j'ai résumés ici en 4 points seront pris en compte dans votre travail écrit, qui, je le rappelle, est le seul que vous remettez à votre professeur. Donc, comment rédiger et présenter une évaluation? D'abord, il y a votre démarche. Donc, la démarche, c'est comment vous y prenez. Donc, évidemment, en regardant le sujet, le correcteur peut voir que, par exemple, pour répondre à telle question, vous avez analysé. On vous dit expliquer tel phénomène à partir du document 1. Vous dites d'abord, voilà, le document 1 me donne telle info. Ces infos me permettent d'aller à la réponse à la question. Donc, dans la façon dont on vous dit comparer, le correcteur a envie de voir votre démarche dans la comparaison. Est-ce que vous regroupez d'abord les points communs? Est-ce que vous parlez ensuite des différences? Est-ce que vous savez ce que comparer signifie? Comparer ne signifie pas qu'il faut donner seulement des différences. Si vous devez comparer 2 notions, 2 éléments, 2 mots même parfois, ou 2 parties de l'écosystème, eh bien, il faut donner les points communs et les différences. Ensuite, la clarté. La clarté consiste à s'arrêter à la question, entre autres bien sûr, à s'arrêter à la question posée. Il ne faut pas faire du dilatoire. Vous vous doutez bien que le correcteur connaît la réponse à la question posée. Donc, plus vous êtes direct, plus vous êtes concis, plus vous êtes succinct dans votre travail, mieux le correcteur apprécie. Parce qu'encore une fois, certains élèves jouent à cache-cache avec leur correcteur, donc en tournant autour du pot. Et si vous-même, vous vous rendez compte d'une question 1 à la question 2, que vous ne faites pas la différence entre les réponses et vous vous doutez bien que donc vous n'aurez pas tous les points. Donc la clarté, c'est pas seulement le français, parce que évidemment c'est important le choix des mots, la précision des termes, tout ça compte tenu de la consigne, mais la clarté c'est même également la façon dont vous rédigez, la façon dont vous présentez votre copie et surtout pour les graphiques, parce qu'en termes de clarté, les graphiques en font partie. Il faut savoir qu'un graphique, plus il est grand, plus il est lisible pour le correcteur.
Une fois que vous avez répondu aux questions posées, donc que ce soit un graphique, une comparaison, une analyse, une interprétation, n'hésitez pas à relire votre travail pour faire de l'autocritique. Soyez, chers élèves, votre premier correcteur. Si vous corrigez votre copie, eh bien, dans un premier temps, et corriger, je dis, c'est jeter un coup d'œil critique sur votre propre rédaction. Eh bien, cela vous permet, n'oubliez pas que vous êtes toujours au niveau du brouillon, si vous n'avez pas de relecture. Après, évidemment, il y a la relecture du travail pour faire. Vous pouvez sauter un mot, vous pouvez vous tromper. Vous pouvez d'ailleurs, dans le cas où c'est vraiment important, changer carrément de copie parce que vous vous êtes trompé. Donc, ça, il faut savoir que vous perdez des points parce que vous ne comprenez pas la question. Vous perdez des points parce que vous ne lisez mal la question. Vous perdez des questions parce que vous faites des erreurs, donc vous oubliez un mot, vous oubliez une réponse, vous oubliez une consigne. Et tout cela, évidemment, c'est à vous de faire l'effort de l'éviter. La dernière étape, comme je dis, c'est la rédaction. Une copie où on ne met pas les numéros des questions est une copie mal présentée. Une copie où on rature, on barre à gauche, à droite, c'est une mauvaise copie. Une copie où le choix des mots, les fautes se font lésion, il y a un problème. Donc, sachez que dans tout ça, le travail de rédaction est la clé et le travail de rédaction est l'aboutissement. C'est pour ça que lorsque vous recevrez votre copie, ne vous hâtez pas à rédiger. Rédiger, c'est l'étape finale parce qu'une fois que c'est fait, on peut dire que vous pouvez passer à autre chose. Et n'hésitez pas également de comparer les consignes et le travail écrit que vous avez fait. Et en résumé, donc ce que je veux vous dire, c'est que avant de remettre votre copie à votre professeur, corrigez-le vous-même avant qu'on vous le corrige. Et ça évite évidemment des erreurs que vous-même vous rendez compte au moment de la correction de l'épreuve que c'est des erreurs qui sont tout à fait évitables. Voilà donc pour cette première partie. Alors donc dans le vif du sujet, donc comme vous le savez, le programme de seconde S est majoritairement constitué donc de ce qu'on appelle l'écologie. Donc le mot clé de votre programme, c'est le mot écologie. Donc dès le départ, il faut savoir ce qu'écologie signifie et évidemment connaître le fond. Donc évidemment, donc, dans le premier chapitre, dans le premier semestre plutôt, comme vous le voyez, donc il y a d'abord l'introduction donc à la notion d'écologie. Donc ensuite, qu'est-ce qu'un écosystème? Ensuite, l'étude de l'écosystème. Donc, et vous voyez, c'est très important de savoir ce qu'on étudie. Donc, qu'est-ce que l'écologie? L'écologie englobe l'ensemble de cette première partie. L'écosystème, donc, c'est le motif de ce qu'on appelle donc notre biosphère. Et enfin, donc, c'est un peu l'unité structurale et fonctionnelle. Donc, j'aime beaucoup appeler écosystème unité structurale et fonctionnelle de ce qu'on appelle donc la biosphère, qui est donc là partout entre guillemets où la vie est possible, pour aller vite. Et surtout, et ça c'est extrêmement important, savoir que donc l'écologie, avant d'entrer dans le vif du sujet, l'écologie d'abord, qu'est-ce que c'est? Donc l'écologie est de façon étymologique vient de deux termes grecs, oikos et logos. Donc oikos signifie habitat ou maison. Donc logos, donc c'est comme vous savez, biologie, géologie, donc c'est la science ou bien l'étude. Donc de façon triviale, écologie signifie étude de l'habitat ou bien étude de l'environnement. Étude de l'environnement, puisque dans le terme environnement est plus explicite parce que dans l'environnement, il y a évidemment la communauté vivante et la communauté qui est inerte. Ensuite, toujours dans l'écologie, il y a des branches. Donc quand on parle de biologie, il faut savoir qu'il y a de la physiologie, il y a de l'anatomie, n'est-ce pas? Il y a donc plusieurs branches de l'écologie. Dans les méthodes d'étude de l'écologie et les objectifs, il faut savoir et retenir deux notions importantes. Une première notion donc qu'on appelle l'auto-écologie. L'auto-écologie étudie un individu ou une espèce précise dans son milieu. Alors que la synécologie, elle, étudie un ensemble d'individus, d'espèces différentes, donc une sorte de communauté. Et ces études donc, peuvent se faire, comme vous le voyez, donc, de façon ciblée ou pas. Donc, un terme important après le terme écologie,
Donc c'est la notion d'écosystème. Donc un écosystème, nous allons voir tout à l'heure dans la définition donc qu'est-ce qu'un écosystème. Ensuite, on va étudier donc l'écosystème. Comment se fait l'étude de l'écosystème? Nous allons voir que il y a dans l'écosystème donc l'organisation des l'étude. L'écosystème, c'est essentiellement donc l'étude de ces facteurs abiotiques que nous allons détailler et l'étude des facteurs biotiques donc que nous allons également détailler. Et autre chose importante, nous sommes dans un monde avec donc, pour faciliter l'étude scientifique de ce monde, donc des subdivisions. Et ces subdivisions, il est très important de savoir qu'on peut quitter, donc on peut quitter par exemple le monde vivant, de l'infiniment petit pour aller à l'infiniment grand. Dans le monde vivant, et nous allons voir qu'il y a des points communs avec le monde inerte, eh bien l'infiniment petit commence par ce qu'on appelle un atome. Donc, un ensemble d'atomes constitue ce qu'on appelle une molécule. Ce sont ces molécules qui se réunissent pour former, donc pour le vivant par exemple, la notion de cellule. La cellule qui est étudiée donc en première, donc ce cours s'appellera, pour ceux qui vont passer en première, la cytologie. Et les cellules, eh bien, constituent l'unité structurale et fonctionnelle du vivant. Tout être vivant est constitué d'une ou de plusieurs cellules. Une ou plusieurs cellules. Et les êtres vivants unicellulaires donc, sont appelés des protozoaires. Les êtres vivants pluricellulaires donc, sont appelés des métazoaires. Pour les animaux, pour les végétaux, on parle de protophytes et de métaphytes. Un ensemble de cellules, par exemple chez l'homme, on peut donner des exemples de cellules, les cellules sanguines, les cellules nerveuses, donc les cellules cardiaques, les cellules du foie. Donc chaque cellule a un nom, par exemple les cellules du foie c'est des hépatocytes, les cellules du cerveau c'est des neurones, donc les cellules musculaires, etc. Un ensemble de cellules, à l'image d'un fil de coton, constitue, donc se réunissent pour former un tissu. Par exemple, on a dans le corps le tissu musculaire, qui est constitué de cellules musculaires, ou encore le tissu nerveux, qui est constitué de neurones. L'ensemble de ces tissus représente des organes. Donc, si vous prenez le tissu nerveux, il est réuni donc en organes, le cerveau, le cervelet, le bulbe rachidien, la moelle épinière. Et cet ensemble est appelé système. Dans certains, on peut également parler d'appareils, comme par exemple chez l'homme, on peut distinguer 7 appareils, donc l'appareil nerveux, l'appareil locomoteur, donc n'est-ce pas, l'appareil reproducteur, l'appareil digestif, l'appareil respiratoire, l'appareil excréteur et l'appareil circulatoire. Donc ces ensembles d'appareils forment des organismes. Un organisme, l'homme par exemple est un organisme, et un ensemble d'hommes constitue ce qu'on appelle une population. Une population qui peut être sénégalaise, africaine. À l'échelle mondiale, on parle d'une communauté, ou plus large, continentale, une communauté. Et enfin, ces communautés sont réunies au sein de subdivisions qu'on appelle des écosystèmes. Donc, et ces écosystèmes, bon, il y a des échelles plus grandes, et vous verrez ce qu'on appelle les biomes et ce qu'on appelle la biosphère. Mais dans un premier temps, retenez que nous allons commencer par détailler là-bas donc l'écosystème. Ensuite, nous allons voir l'étude de l'écosystème en 2 points. Et avant d'en venir à l'écosystème, donc je vous montre juste le schéma dont je parlais tout à l'heure. Donc, il indique les subdivisions, par exemple, qui concernent le monde vivant, avec donc l'atome. Un ensemble d'atomes constitue des molécules, un ensemble de molécules des cellules, un ensemble de cellules des tissus, un ensemble de tissus des organes. Donc, un ensemble d'organes, au passage, forme ce qu'on appelle un organisme. L'homme est un organisme, par exemple. Et après l'organisme, eh bien, vous avez des systèmes ou des appareils qui constituent donc ces fameux organismes. Et nous avons donc ces subdivisions, dont là, celle-là qui nous intéresse est appelée, n'est-ce pas, un écosystème. Alors, un écosystème, de façon triviale, un écosystème est constitué donc de 2 parties que nous allons détailler tout de suite. Alors, donc, le cours de seconde, logiquement, doit démarrer par une sortie sur le terrain
Pourquoi? Parce que cette sortie sur le terrain permet aux élèves d'identifier donc ce que j'ai appelé tout à l'heure l'unité structurale et fonctionnelle de la biosphère qu'on appelle, n'est-ce pas, l'écosystème. Donc vous devez savoir qu'un écosystème est constitué de deux parties. Un biotope. Le biotope, c'est le milieu inerte, qui peut être une mer, qui peut être une montagne, ça peut être un tronc d'arbre, par exemple, mort. Et il y a ce qu'on appelle la biocénose. La biocénose, c'est la communauté vivante. Donc là, ce sont les êtres vivants. Et ce qui veut dire, dès lors qu'on dit être vivant, il faut toujours distinguer donc la communauté animale, donc qu'on appelle la zoocénose, et la communauté végétale qu'on appelle, n'est-ce pas, la phytocénose. Et comme vous pouvez le voir, on parle dans les petites classes, on parle de faune, pour simplifier, par exemple, et de flore. En seconde S, on vous attend plus sur ces expressions donc, comme la zoocénose et la phytocénose. Donc, ce qui veut dire que un jardin peut être considéré comme un écosystème, avec donc tout ce qui est inerte, le sol, donc l'atmosphère localisée, qui est le biotope. Ensuite, dans le jardin, vous avez des plantes, vous avez des arbres fruitiers, vous avez des fleurs, des arbres, des plantes florales, et bien c'est ce qu'on appelle la phytocénose. Dans le jardin, vous avez des insectes, peut-être une taupe par là, qui est un petit mammifère, quelques oiseaux, évidemment, pourquoi pas même des reptiles, et bien c'est ça la zoocénose. Donc, la notion d'écosystème qui est consacrée donc à cette première partie est importante, et c'est pour ça que la visite sur le terrain avec une sortie, donc dans des milieux comme le parc de Hann, ou bien le jardin botanique, donc le lac artificiel à Hann, ou bien la zone des Niayes, ou carrément la forêt classée de Mbao. Donc il y a autour de Dakar donc des zones où vous pouvez faire une sortie écologique pour donc vérifier ça. Maintenant, il y a des études ciblées. Le milieu de vie, on peut étudier le sol, on peut étudier donc la constitution du sol, le type de sol, donc la composition des les caractéristiques de ce sol. Par contre, là, il y a des études ciblées en seconde. Donc, il y a dans une première partie d'abord donc ce qu'on appelle l'organisation pour les animaux déjà, pour les végétaux, c'est-à-dire la phytocénose. Donc, il y a une organisation horizontale. Une organisation horizontale. Comment les végétaux se présentent? Horizontal, voilà, sur le milieu. Comment les végétaux sont dispersés? Il y a des paramètres. Donc, parmi ces paramètres, il y a, par exemple, la fréquence. La fréquence, une fois que les élèves travaillent donc sur le terrain, ils peuvent voir donc la fréquence, par exemple, dans un tableau de relevé floristique, eh bien, la fréquence, c'est le nombre d'espèces. Donc, le nombre de relevés où l'espèce est présente sur le nombre total de relevés. Qu'est-ce qu'un relevé? C'est l'espace dans lequel un groupe d'élèves a répertorié et a procédé à un recensement de l'ensemble des espèces, en parfois même vérifiant le nombre d'individus. Donc ça, c'est l'organisation horizontale. D'autres paramètres, la dominance. Un autre paramètre, l'abondance. Parmi les techniques également d'organisation horizontale, il y a un mot-clé qu'on appelle l'aire minimale. L'aire minimale consiste, dans sa technique, à délimiter dans l'écosystème un milieu qui est un représentatif de l'écosystème. C'est ça l'élément clé de compréhension de l'écosystème, c'est ça. Donc sachez que l'aire minimale, si l'écosystème fait peut-être des kilomètres qu'on ne pouvait pas étudier,
il y a une technique qu'on appelle l'aire minimale qui vous permet de faciliter donc votre travail. En faisant quoi? On délimite dans la technique donc 1 mètre carré dans le milieu. Dans ce mètre carré, on recense l'ensemble des espèces présentes, les espèces végétales. Ensuite, on double et on procède au même recensement. Seulement, lorsqu'on double, on ne recense que les espèces nouvelles. Donc, vous pouvez trouver ici 15 espèces. Par exemple, vous trouvez ici le baobab qu'on appelle Anaciona digitata. Si vous trouvez là le baobab, vous ne comptez pas, vous considérez que ce n'est pas une espèce nouvelle. Par contre, si vous trouvez Citrus lemon qui est le citronnier, eh bien, vous considérez que c'est une espèce nouvelle, donc vous la comptez. Ensuite, vous recommencez le même travail, vous doublez pour passer après 1 mètre carré, 2 mètres carrés, vous passez à 4 mètres carrés en procédant à un nouveau recensement jusqu'à ce que vous ne trouviez plus de nouvelles espèces. Donc, quand vous ne trouvez plus de nouvelles espèces, vous revenez donc à la surface de départ où vous ne rencontrez plus de nouvelles espèces. C'est cette surface qu'on appelle l'aire minimale qui peut être définie comme la plus petite surface où on rencontre l'ensemble des espèces. Vous voyez pourquoi je disais que l'aire minimale est une notion représentative de ce qu'on appelle donc l'écosystème. À part l'organisation horizontale, il y a ce qu'on appelle donc une organisation verticale cette fois. Qu'est-ce que l'organisation verticale? Lorsque vous êtes dans un milieu, on vous dit regardez par terre, vous allez voir par terre peut-être les mousses, l'herbe, les champignons. Regardez juste devant vous, vous allez voir peut-être des arbustes. Et si vous voulez voir les arbres, vous allez aussi attendre. Donc regardez comment j'ai évolué. Donc je me suis déplacé du bas vers le haut. Donc cette organisation, selon la hauteur de la plante, c'est ça qu'on appelle l'organisation verticale. Elle comprend déjà un strate donc, qui est au ras du sol, donc ce qu'on appelle la strate mucinale des mousses. Ensuite, vous avez la strate herbacée. Ensuite, vous avez la strate arbustive. Et enfin, la strate arborescente ou arborée. Arborescente ou arborée, les deux termes. Donc, sur le milieu, vous allez voir, par exemple, les mousses, les lichens sont au ras du sol. Si on dit l'herbe sur un terrain de foot, vous n'êtes pas obligé de lever la tête. Vous voyez, donc horizontalement. Par contre, donc, ce qu'on a sur un terrain de foot, la pelouse, c'est de l'herbe. La strate arbustive, un arbuste est plus grand que de l'herbe. Donc, ça va au-delà de 2 mètres. Donc, entre 0 et 2 mètres, on peut considérer que c'est de l'herbe, comme par exemple l'essentiel des euphorbiacées. Quand on dit arbre, c'est les plus hauts. Donc, il y a le baobab, il y a le cotoyer, le fromager, ou encore les grands palmiers. À côté de ça, il y a des strates secondaires, si on peut dire. Donc, sous la strate mucinale, c'est-à-dire dans le sol, on a les racines, on a les tubercules, mais ce qu'on appelle la strate hypogée. Et enfin, il y a une strate donc, qu'on appelle les épiphytes. Les épiphytes, c'est les plantes qui s'enracinent dans le sol et qui remontent progressivement vers ce qu'on appelle donc les arbres pour pouvoir bénéficier de la lumière. Donc, cette phytocénose-là, on peut en faire une étude horizontale avec des paramètres comme le transect, l'aire minimale, la fréquence qu'il faut savoir calculer et qu'il faut savoir illustrer avec l'histogramme de fréquence, l'abondance, la dominance, tout ça, c'est des paramètres donc d'organisation horizontale. L'organisation végétale, l'organisation verticale de la population végétale, eh bien, c'est l'organisation des plantes ou la classification des plantes selon leur hauteur. Voilà pour les végétaux. Nous allons passer à la zoocénose, donc qui constitue, n'est-ce pas, la faune. Donc pour la zoocénose, les animaux, la zoocénose, même chose. On peut faire de cette zoocénose une étude qui est verticale d'abord. Donc étude verticale de cette organisation donc verticale. Même chose. Il y a des animaux qui vivent dans les fonds marins. Donc c'est ce qu'on appelle les espèces qui sont benthiques.
Par exemple, l'étoile de mer. Donc là aussi, même chose. Espèce benthique, vous regardez au sol. Donc dans l'eau, il y a des animaux qui nagent, donc les nageurs. Sur l'eau, c'est pas les nageurs l'essentiel des poissons ou la tortue. Il y a des espèces qui sont des flotteurs. Je ne sais pas si vous connaissez la méduse, mais rarement les méduses sont à l'intérieur, souvent c'est en surface. Il y a une espèce également qu'on appelle la physalie qui est tout le temps en surface. Vous quittez la surface, vous sortez de l'eau et vous allez dans le sol, vous allez trouver des animaux dans le sol. On les appelle des fouisseurs. Après les fouisseurs, vous trouvez des animaux qui sont carrément sur le sol et qui rampent. Donc, ce qu'on appelle les rampants, les animaux qui rampent. Ensuite, des animaux qui marchent carrément, donc des marcheurs. Vous allez en hauteur, vous tombez sur les animaux donc qui sautent, les sauteurs. On va s'amuser après à donner un exemple pour chaque cas. Les sauteurs. Ensuite, il y en a qui carrément sont sur les arbres. On les appelle les grimpeurs. Les grimpeurs. Et carrément, quand vous quittez l'arbre pour aller dans l'atmosphère, vous avez les animaux volants. Regardez comment on a classé les animaux de façon verticale. Vous voyez, benthique, l'étoile de mer, au fond. Vous ne verrez jamais l'étoile de mer en surface ou même dans les côtes là. Donc, c'est un animal qui vit dans les fonds marins. Donc, espèce benthique. Dans l'eau, les nageurs, donc là par exemple l'étoile de mer. Les nageurs, prenez par exemple le requin, c'est un animal nageur. Les flotteurs, prenez donc des espèces de méduses ou bien la physalie. Vous pouvez chercher sur le net des images de physalie pour comprendre. Les fouisseurs dans la terre ferme ou bien sur les rivages. Je ne sais pas si vous connaissez ce crustacé-là qu'on appelle le donax ou bien la taupe. Ça, c'est des fouisseurs ou bien le lombric. Les rampants, tout le monde connaît, je crois, les serpents. Donc, tout le monde connaît également sur la terre ferme la tortue terrestre. Les marcheurs, l'éléphant est un exemple de marcheur. Les sauteurs, on peut citer le kangourou ou la grenouille. Les grimpeurs, tout le monde connaît, n'est-ce pas, le caméléon, ou le koala, ou encore tous ces animaux-là qui vivent accrochés aux branches. Et les volants, évidemment, les meilleurs représentants, ce sont les oiseaux, mais pas seulement, puisqu'il y a des cas rares comme la chauve-souris, qui est un mammifère, ou bien l'essentiel des invertébrés. Donc, c'est l'essentiel de ces invertébrés qui sont des volants. Mais là aussi, par rapport aux animaux, toujours dans leurs études, dans l'étude de ces animaux, il faut savoir qu'on peut classer les animaux et les végétaux. Donc, avec, pour chaque animal, ce qu'on appelle un nom scientifique. Tout comme pour les végétaux. Donc cette classification est très importante, donc on l'appelle la nomenclature ou la systématique qui consiste à identifier les espèces, à les classer, mais également à leur donner un nom. Ce qui fait, et pour chaque nom, là, on utilise ce qu'on appelle la nomenclature binominale. Binominale, ça veut dire avec deux noms latins, un nom de genre et un nom d'espèce. Donc n'oubliez pas, j'ai l'habitude de demander aux élèves de retenir le sigle RECOFG pour la classification. RECOFG. Les animaux sont subdivisés, comme les plantes, en règne. Ensuite, en embranchement. Ensuite, en classe. En ordre. En famille. En genre et en espèce. Donc, si vous retenez le sigle RECOFG là, vous savez donc que ce soit un animal ou un végétal, on peut toujours trouver son règne, animal ou végétal, son embranchement, par exemple les épinériens, sa classe, donc la classe des oiseaux par exemple, donc l'ordre des primates, donc la famille des Césalpiniacées chez les plantes, donc le genre Homo pour l'espèce humaine ou Adamsonian pour le baobab, et l'espèce, donc ici, Sapiens sapiens pour l'homme, ou bien Digitata pour le baobab. Donc cette nomenclature-là permet, pour ce qui est des animaux, de savoir qu'il y a deux grands groupes, les invertébrés et les vertébrés. Parmi les invertébrés, on peut y avoir un supragroupe, si je peux l'appeler comme ça, avec ce qu'on appelle les unicellulaires ou protozoaires et les pluricellulaires et métazoaires. Donc, après, vous avez maintenant dans les subdivisions d'invertébrés, tous ces animaux-là qui n'ont pas de colonne vertébrale, donc les insectes, les crustacés, les mollusques, les gastéropodes, les échinodermes. Et enfin, vous avez
5 classes seulement de vertébrés. Là, c'est pas compliqué. La première classe inférieure, donc ce sont les poissons. C'est la première classe qu'on trouve parmi les vertébrés. Après les poissons, il y a ce qu'on appelle les amphibiens, qu'on appelle également batraciens, dont le représentant le plus connu, c'est la grenouille ou le crapaud. Ensuite, vous avez les reptiles, donc tout ce qui est serpent, crocodile, c'est des reptiles. Ensuite, les oiseaux, que tout le monde connaît. Et enfin, les mammifères avec des groupes, donc les ovins, les bovins, donc les caprins, donc les primates, etc. Voilà pour l'étude de cette organisation verticale donc chez les animaux. Donc, nous allons terminer par ce qu'on appelle l'étude donc des facteurs biotiques et abiotiques. Alors, donc, par rapport à ces facteurs, donc, dans le fonctionnement de l'écosystème, donc l'élève doit connaître donc, ce qu'on appelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, les facteurs biotiques. Abiotiques d'abord. On va commencer par les facteurs abiotiques. Donc, les facteurs abiotiques, c'est 2 catégories. Il y a les facteurs climatiques et ce qu'on appelle les facteurs édaphiques. Alors, climatique, je pense que ce n'est pas compliqué pour les élèves. C'est édaphique qui parfois pose problème avec le terme qu'ils ne connaissent pas. C'est tout ce qui concerne les sols. Les sols doivent être étudiés d'un point de vue structural, structure du sol. Donc, agencement des composantes, mais également la texture du sol. Donc, la structure, c'est comment les éléments du sol sont constitués. Est-ce que les éléments du sol sont collés, donc ce qu'on appelle une structure compacte? Est-ce que les éléments sont carrément libres, ce qu'on appelle une structure, n'est-ce pas, particulière? Ou bien est-ce que les éléments présentent des blocs, donc ce qu'on appelle une structure grumelaise ou glomérulaire? La texture, c'est l'étude ou l'agencement donc des éléments en fonction de leur granulométrie. Donc, est-ce que le sol est constitué de tout petits grains, comme l'argile, de grains un peu plus grands que la poussière, entre guillemets, donc ce qu'on appelle les limons, ou bien c'est carrément des grains un peu plus grands, donc ce qu'on appelle le sable, ou plus grand encore, le gravier. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les caractéristiques chimiques. Donc, caractéristiques chimiques ou physiques. Donc, il y a, par exemple, dans le sol, le pH. Il y a l'humidité. L'humidité, donc l'eau du sol, ou encore la salinité. Voilà des caractéristiques. Salinité. Voilà des caractéristiques, par exemple, qui montrent que les plantes, et ça c'est très important à savoir pour les élèves, par exemple, les végétaux ont des préférences par rapport à la structure. Si vous regardez l'oignon et la pomme de terre, ils n'aiment pas, ils ne se bougent pas dans les mêmes types de sol. Vous prenez la texture également, il y a des caractéristiques différentes par rapport au type de plantes qui s'y développent. Le pH, même chose, il y a des plantes qui préfèrent les sols acides, d'autres qui préfèrent les sols neutres. L'humidité, il y a des plantes qui vivent carrément dans de l'eau, donc ce qu'on appelle les plantes aquatiques, ou bien les hydrophytes, des plantes qui préfèrent un milieu pas aquatique mais humide en tout cas, ce qu'on appelle les plantes hygrophiles ou les hygrophytes, des plantes qui peuvent supporter des petites sécheresses, donc des plantes qui vivent, on va dire, dans des milieux à humidité modérée, ce qu'on appelle les mésophytes. Et enfin, il y a des plantes qui sont carrément comme le cactus, qui préfèrent donc les sols carrément secs, qui peuvent résister en tout cas à la sécheresse de ce sol ou du milieu. On les appelle donc les espèces xérophiles ou bien les xérophytes. Et enfin, vous remarquerez qu'on voit des plantes comme le cocotier, comme le philao, sont capables de vivre donc près des plages parce que c'est des plantes donc, qui supportent un sol un peu plus salé que des plantes qui sont incapables de se développer à côté de ce sol. Donc voilà pour les facteurs édaphiques. Les facteurs édaphiques. Alors, les facteurs climatiques, donc, pour faire simple, on dit que le climat, c'est le temps qu'il fait. C'est simpliste,
mais c'est pas loin de satisfaire une définition pour un élève de seconde. Donc, il y a dans le climat des facteurs comme la température. Il y a des facteurs comme la pluviométrie. Il y a des facteurs comme la lumière. Des facteurs comme l'eau. Voilà les principales, les 5 que je vous conseille de connaître. Donc, la température influence les animaux, comme les végétaux, tout comme la pluviométrie, la lumière, l'eau ou encore le vent. Chacun a à sa façon une influence directe ou indirecte, n'est-ce pas, sur les êtres vivants. La température, vous voyez, par exemple, le sapin préfère les zones froides, alors que les palmiers préfèrent les zones chaudes. La pluviométrie, il y a des plantes, je l'ai dit tout à l'heure, qui ont besoin de beaucoup d'eau, tandis que d'autres sont capables de résister carrément à la sécheresse. L'exemple du cactus est là. La lumière est un facteur clé chez les plantes. Donc c'est un facteur clé parce que les plantes vertes ou chlorophyllènes ont besoin de cette lumière pour faire de la matière organique. Et pour l'eau, évidemment, vous avez donc ce qu'on appelle donc, l'utile. En fait, j'aurais dû découper ici, mettre l'eau. Donc l'eau ici, c'est parle essentiellement de l'humidité de l'air, par exemple, la vapeur d'eau. Et le vent, évidemment, a une influence, par exemple, sur les végétaux. Donc, mais en tout cas, pour ces facteurs, pour être bref, il faut à chaque fois savoir quelle est l'influence du facteur sur les êtres vivants. Quelle est son influence? Cette influence peut être positive ou négative. Cette influence peut être une interaction. Par exemple, si vous prenez la température, elle permet de distinguer, par rapport à son influence dans le milieu, 2 types d'animaux. Des animaux dont la température du corps varie avec la température du milieu, donc ce qu'on appelle les espèces hétérothermes ou bien poikilothermes, comme par exemple les poissons, les vertébrés évidemment, les amphibiens et les reptiles. Et la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les homothermes, dont l'homme, exemple, dont la température du corps doit rester constante, quel que soit le milieu. L'homme, qu'il soit dans la neige, qu'il soit dans le désert, sa température doit rester autour de 37 degrés. Et il est important de savoir que donc, dans le cours, vous devez retenir ces facteurs et retenir comment chacun influence l'être vivant, animal ou végétal. Et là aussi, pour terminer, je répète ce par quoi j'ai commencé. La méthodologie, le résumé de cours, ne sert qu'à un élève régulier, un élève qui a un cours de son professeur, un élève qui apprend ce cours et surtout un élève qui lit le cours à la maison pour préparer ses évaluations. C'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal. Les leçons sont beaucoup plus détaillées. Tape www.suividécole au Sénégal.